Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine au podcast, je suis en solo parce que je vais répondre à vos questions via mes réseaux sociaux. Je vous ai envoyé une invitation à m'envoyer vos questions football portant sur les Alouettes, la Ligue canadienne et bien sûr la NFL. Alors, je vais essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles que vous m'avez envoyées. Mais tout d'abord, ben oui, on va faire un retour bien sûr sur la défaite des Alouettes à Calgary. On va faire également un tour d'horizon des autres rencontres qui étaient présentées au cours de la dernière semaine du côté de la Ligue canadienne de football. Alors oui, ça a été une défaite pour les Alouettes. Après leur premier match de la saison à Edmonton, ça avait été une belle victoire. Là, ça a été un peu un retour sur terre à Calgary. On a perdu du côté des hommes de Carey Jones par la marque de 28-22 face aux Stampeders. On a tenté de remonter du côté des Alouettes au quatrième quart. Ça s'est terminé avec cette réception de Eugene Lewis qui était à court d'une verge de la zone des buts. Mais les Alouettes n'ont que à blâmer pour cette défaite. Si vous avez regardé le match, les hommes de Carey Jones qui ont été pénalisés 16 fois pour 149 verges, près de 150 verges en termes de pénalité. Ça, c'est des choses qui sont ressorties de cette rencontre-là. Les Alouettes ont donné le match aux St. Peters de Calgary. C'est aussi simple que ça. On affrontait un carrière recru en Jake Maier qui effectuait le tout premier départ de sa carrière. Pas juste ça, mais on avait les deux bloqueurs partant du côté de la ligne à l'attaque des St. Peters. Ils étaient des joueurs recrues. Ça aurait dû, en théorie, être un festin pour l'unité défensive montréalaise. Et ça a commencé de cette façon, parce qu'on a réussi 2 interceptions sur les 6 premières passes tentées par Mayer. Alors, à ce moment-là, on se disait que ça va être un match à sens unique. Mais après ça, la défense montréalaise qui s'était écroulée, elle n'a pas été en mesure d'appliquer une pression constante sur le carrière recru des St. Peters. On a récolté seulement un sac du quart. Comme je l'ai dit, on ne l'a pas pressé comparativement à la semaine précédente. À Edmonton, on a récolté 4 sacs du quart aux dépens de Trevor Harris. On l'a frappé, on l'a tabassé, on l'a dérangé. Et là, ça a été tout le contraire. La ligne à attaque des Alouettes qui n'a pas été en mesure de gagner la guerre des tranchées comme elle l'avait fait à Edmonton. Ça a vraiment été décevant. Surtout, comme je le dis, avec la présence de joueurs recrues du côté de la ligne à l'attaque des St. Peters de Calgary. On a un front où on retrouve plusieurs vétérans du côté de la défense montréalaise. Alors, je m'attendais vraiment à une meilleure performance. Je crois qu'on s'attendait tous à une meilleure performance de la part de l'unité défensive montréalaise. Et une autre chose qui a peut-être joué contre les Alouettes, il ne faut pas oublier que Byron Miles en est à sa première année à titre de coordinateur en défense. Et lors du premier match des Alouettes contre les Eskimos, la défense des Alouettes, elle avait un avantage. Je m'explique. C'est qu'on n'avait aucune idée du côté des Eskimos, à savoir à quoi allait ressembler l'unité défensive montréalaise, quel système Byron Miles allait utiliser. On n'avait pas de bande vidéo afin de se préparer, étant donné que c'est la première fois que Byron Miles est coordinateur en défense. Ça, c'est sans parler du nouveau personnel qu'il y a du côté de l'unité défensive montréalaise. Alors, naturellement, lorsqu'on a un coordonnateur d'expérience dans la Ligue canadienne de football, bien, les autres équipes, même s'il en est à sa première année avec une nouvelle formation, bien, on va regarder les bandes vidéo de ses défenses par le passé pour voir quel système il va employer. Mais on n'avait pas ça du côté des Eskimos afin de se préparer à affronter la défense de Byron Miles. Alors ça joue en faveur du côté des Alouettes lors de la première semaine d'activité, lors de leur première rencontre. Alors, j'ai bien hâte de voir ça cette semaine contre les Tiger Cats de Hamilton. Maintenant, si Byron Miles va s'ajuster, mais surtout, est-ce que sa ligne défensive va se présenter et mieux jouer et appliquer de la pression constante sur le carrière adverse? Parce que tout part de là. Si on va avoir une bonne défense du côté de l'unité, du côté des Alouettes, ben, la ligne défensive se doit d'être dominante. Danny Machocha a fait des ajouts avec l'arrivée de Armando Sewell, notamment Nick Usher. Sewell avait connu un fort match à Edmonton, presque était invisible à Calgary. Nick Usher est toujours à la recherche de son premier sac dans l'uniforme montréalais. Ça, c'est un joueur qui va devoir être plus productif, déranger les carrières adverses plus qu'il ne l'a fait depuis le début de la saison. Parce que d'accorder 304 verges par la passe, un carrière recrue qui effectue le tout premier départ de sa carrière dans la Ligue canadienne, pour moi, ça, c'est tout à fait inacceptable du côté de l'unité défensive montréalaise. Pour ce qui est de l'attaque, elle a bien commencé la rencontre. Les Alouettes se sont forgés une avance de 14-3 contre les Stampeders. Comme je le disais tout à l'heure, on croyait qu'on allait assister à un match à sens unique, mais Vernon Adams a été victime d'une interception et ensuite de ça,
bien, c'est là que les choses ont commencé à mal aller pour les Alouettes. Ça a vraiment été le point tournant de la rencontre. Parce que la défense n'a pas été en mesure de fermer la porte. Elle a accordé une séquence de 100 verges à la suite de ce revirement. Ça s'est terminé par un toucher des Stampeders. Si ta défense est supposée être bonne, tu ne peux pas accorder des séquences de 100 verges pour des touchés. Je crois qu'on s'entend tous là-dessus. Mais Vernon Adams a été imprécis tout au long de la rencontre. Et ça, c'est malgré le fait que pour une deuxième semaine consécutive, bien, il a eu une excellente protection de la part de sa ligne à l'attaque. Parce que très souvent, il avait de belles pochettes. euh, et malgré tout, ses passes étaient imprécises. Passe dans les jambes de Eugene Lewis, passe trop basse, passe trop haute, passe trop longue en direction de B.J. Cunningham qui s'était libéré profondément. Ça aurait pu être un touché si la passe était précise. Alors ça, j'ai trouvé ça pas inquiétant, je dirais décevant de la part de Vernon Adams. Mais lorsque j'ai posé la question à Carey Jones, l'entraîneur-chef des Alouettes, bien, il a rappelé qu'il ne s'agissait que du deuxième match de la saison de son équipe et qu'on n'a pas eu de match préparatoire afin de peaufiner nos techniques, afin de bien roder la machine. Et ce qu'on a vu de la part de Vernon Adams, c'est qu'il tentait de jouer trop vite, trop rapidement. Du moins, c'est ce que Carey Jones disait lorsque je lui ai parlé de la performance, d'analyser la performance de son carrière partant. Alors, au point de vue de sa mécanique, de son jeu de pied notamment, il dit qu'il va devoir améliorer ça, mais qu'il ne s'inquiétait pas, parce qu'il a déjà vu Vernon Adams bien jouer par le passé et dit les erreurs qu'il a commises, les erreurs au niveau de sa mécanique, de son jeu de pied, ce sont des choses qu'on peut corriger et qu'on va corriger cette semaine à l'entraînement. Personnellement, je m'attends à ce que Vernon Adams va rebondir lors du match de vendredi soir contre les Tiger Cats de Hamilton. D'ailleurs, il s'agira du tout premier match de la saison à domicile des Alouettes. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir la performance de Vernon Adams parce que la ligne attaque fait son travail. Elle lui offre une bonne protection. Souvenez-vous, lors du camp d'entraînement, la ligne d'attaque représentait un point d'interrogation. Jusqu'à présent, elle a pratiquement été impeccable en termes de protection, cette ligne à l'attaque. Alors, c'est à Vernon Adams de bien jouer. J'ai confiance qu'il ne va pas connaître deux mauvais matchs de suite parce qu'à Calgary, il a complété moins de 50 de ses passes. Alors ça, c'est tout à fait inacceptable, surtout lorsque la ligne attaque joue bien. Il faut donner crédit à l'entraîneur de la ligne attaque, Luc Brodeur-Jourdain. Il en est à sa première année à titre d'entraîneur de la ligne attaque et jusqu'à présent, bien, il fait un travail remarquable. Ses joueurs font un travail remarquable au niveau de cette unité également. Alors, vendredi, à Hamilton contre les Tiger Cats, premier match en près de 2 ans qui sera présenté au stade Percival Molson. C'est dommage que les Alouettes aient perdu à Calgary parce que les Tiger Cats ont une fiche d'aucune victoire et 2 revers. Ils vont vouloir absolument éviter de commencer 0-3. En plus de ça, bien, Hamilton a eu congé la semaine dernière, donc ça a donné 2 semaines aux Tiger Cats, au groupe d'entraîneurs des Tiger Cats, afin justement de peaufiner leur stratégie, afin de trouver ce qui ne fonctionne pas, surtout du côté de l'attaque de Hamilton. Le carrière Jeremiah Masoli connaît vraiment un lent début de saison. Alors, il n'y a aucun doute, là, c'est un match de section. Pour moi, il n'y a aucun doute que les Tiger Cats vont arriver ici et vont offrir une très bonne performance, étant donné qu'ils vont avoir eu 2 semaines de préparation. Alors, c'est ça qui est décevant de la défaite à Calgary, parce que c'est vraiment un match qu'on aurait dû gagner du côté des Alouettes. On a fait cadeau de cette rencontre-là avec notre indiscipline aux Stampeders de Calgary. Mais comme Carey Jones le disait, la saison est jeune. Il ne s'agissait que du deuxième match de la saison. Tout comme là, à la suite de la victoire des Alouettes contre les Eskimos, il ne fallait pas s'emporter et croire que contre les Eskimos, contre les Elks d'Edmonton, oui. On ne fallait pas s'emporter et croire là, que les Alouettes allaient terminer la saison régulière avec 14 victoires, aucune défaite. Alors là, on vient de perdre un premier match. Ben, ce n'est pas le moment là, de paniquer. On a fait une victoire et une défaite. Et on peut améliorer les choses du côté des hommes de Carey Jones. Alors, on verra s'ils seront en mesure de le faire lorsqu'ils vont affronter les Tiger Cats à Hamilton vendredi soir. La rencontre va avoir lieu à 19h30, si je me souviens bien. Et bien sûr, elle vous sera présentée sur les ondes de RDS dès 19h avec l'émission d'avant-match. Maintenant, ailleurs, du côté de la Ligue canadienne de football, j'allais dire les Eskimos encore une fois, les Elks d'Edmonton. Edmonton qui a gagné. Oui, alors Edmonton a décroché une première victoire cette saison. On a gagné 21-16 contre les Lions de la Colombie-Britannique. Alors, les Elks qui ont évité de commencer la saison avec un dossier d'aucune victoire et 3 défaites. Le demi à l'attaque, James Wilder a amassé 160 verges au sol, 160 verges d'attaque plutôt, dont 127 au sol. On était incapable de l'arrêter du côté de la défense des Lions de la Colombie-Britannique. Excellent match de la part du receveur de passe, Greg Ellingson d'Edmonton.
9 réceptions bonnes pour 148 verges. Linton qui avait été invisible contre les Alouettes. Mais là, il s'est bien repris contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et du côté des Lions, ben, on a trop de blessures là, du côté de la ligne à l'attaque. Ça fait en sorte que Mike Riley, n'avait pas beaucoup de temps en fait de repérer ses receveurs de passe. Alors, belle victoire de la part d'Edmonton. Maintenant, les Blue Bombers de Winnipeg, il s'agissait d'un deuxième match d'une série aller-retour. Ben, les Bombers, ils ont perdu contre les Argos de Toronto par la marque de 30-23. La semaine précédente, Winnipeg avait facilement défait Toronto. Ben là, les Argos ont été en mesure de gagner malgré le fait qu'ils ont été victimes de 4 échappées. Donc, ils ont quand même gagné la rencontre. Nick Arbuckle obtenait son premier départ de la saison au poste de carrière pour les Argonauts. Il a été responsable de 2 touchés. Il a amassé 310 verges par la passe, donc une passe de toucher, un touché au sol. Le demi à l'attaque, DJ Foster de Toronto, 101 verges par la course en 10 courses. Oui, il a inscrit un touché. Alors, il semble que du côté de Toronto, là, on a mis sur 2 excellents porteurs de ballon en DJ Foster. Il ne faut pas oublier John White. John White, qui lors des 2 premiers matchs de la saison, ben, c'était lui qui s'était démarqué dans le champ arrière des Argos. Ben, lors de la dernière semaine, ça a été au tour de DJ Foster. Alors, les Argos qui continuent à être à surveiller. Là, j'ai bien hâte de voir cette course au niveau de la section Ouest. Pour l'instant, il semble que ça va être entre les Argonauts, les Alouettes et les Tiger Cats de Hamilton, parce que le Rouge et Noir d'Ottawa, je sais qu'Ottawa a un dossier de 1 victoire et 1 défaite, mais on tire de la patte. On s'est incliné 23-10 du côté du Rouge et Noir d'Ottawa contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Mais encore une fois, on n'a pas généré d'attaque du côté d'Ottawa. Ça avait été le cas lors de la première semaine d'activité, mais on avait été capable de gagner le match contre Edmonton puisqu'on avait réussi 3 interceptions. On avait même retourné une interception pour un toucher. Mais là, c'est tout simplement pas assez d'attaque. On a marqué seulement 10 points. Les Riders à Saskatchewan, qui sont déjà la seule équipe invaincue du côté de la Ligue canadienne de football, les Riders qui ont maintenant un dossier de 3 victoires et aucune défaite. Cody Fajardo connaît un bon début de saison, 321 verges par la passe et au sol, 47 verges, en plus d'avoir inscrit un touché avec ses jambes. Donc, il continue d'être une double menace. La défense des Rough Riders a réussi 6 sacs du quart aux dépens de Matt Nichols. Donc, on a vraiment des ennuis en termes de protection au niveau de la ligne à l'attaque du Rouge et Noir d'Ottawa. Les problèmes de protection se poursuivent. On en avait eu également lors de la première semaine d'activité. Personnellement, moi, je crois que Matt Nichols est fini, mais le fait de jouer derrière cette ligne à l'attaque-là, qui a des ennuis à le protéger, ça n'aide vraiment pas sa cause. Et je me demande du côté du groupe d'entraîneurs d'Ottawa, est-ce qu'on va peut-être y aller d'un changement à la position de carrière? Est-ce qu'on va envoyer Dominic Davis dans la mêlée? Je sais qu'en 2019, Davis avait connu beaucoup d'ennuis. Ce carrière qui est mobile, c'est un meilleur athlète que Nichols, peut-être derrière cette ligne à l'attaque, il y a des allures de passoire depuis le début de la saison. Peut-être qu'il pourrait faire un bon travail, un meilleur travail du moins de ce que j'avais lu lors du camp d'entraînement de Dominic Davis, justement, avait connu un bon camp d'entraînement. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va faire là, du côté d'Ottawa, mais il faut trouver une façon de générer de l'attaque. Paul Lapolice est l'entraîneur-chef. On se souvient à quel point son attaque était diversifiée lorsqu'il était le coordinateur offensif des Blue Bombers de Winnipeg. Là, on ne voit vraiment pas ça à Ottawa. Je sais que le personnel n'est pas le même, qu'il n'a pas justement une ligne à l'attaque dominante comme celle des Bombers. Mais je crois qu'à Ottawa, on s'attendait à mieux que ça. Du côté de l'unité offensive, la défense joue très bien. À la limité, bon, les Riders ont marqué 23 points de peine et de misère. Ça n'a pas été facile. J'ai mentionné le travail que la défense avait fait lors de la première semaine d'activité, mais c'est à l'attaque justement là, de contribuer parce que vraiment, là, ce n'est pas suffisant là, du côté d'Ottawa. Bon, ben maintenant, je vais répondre à vos questions. Je sais que vous attendiez ça si vous m'avez envoyé vos questions via mes réseaux sociaux. Alors, questions concernant la NFL, les Alouettes, la Ligue canadienne. On va commencer avec une question qui m'a été envoyée par Dom Collard. Donc, j'imagine que le Dom, c'est pour Dominique. Alors, Dom Collard qui me dit en fait que les Alouettes semblaient être sans cohésion à Calgary. On a même vu quelqu'un en colère sur le banc. Comment discipliner un groupe d'athlètes? Bon podcast. Ah ben merci beaucoup, Dom, de me dire que tu apprécies le podcast. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de frustration du côté des Alouettes au cours de la rencontre, notamment Armando Sewell, qui n'était vraiment pas content. Il y a également eu Antonio Simmons,
qui a écopé d'une pénalité à son retour sur les lignes de côté. Il a lancé son casque protecteur. Mais bon, c'est du football, c'est un sport qui demande beaucoup d'émotions. Ça arrive des fois au cours de la saison, ce genre de scène. Ça, jumelé à l'indiscipline qu'on a vue sur le terrain, ça, c'était vraiment pas bon signe. Ça m'avait vraiment pas l'air d'une équipe de Carrie Jones. Du moins, les équipes, lorsque les Alouettes ont joué sous ses ordres en 2019, les Alouettes étaient une équipe disciplinée. Et puis là, près de 150 verges en termes de pénalité. Bon, les joueurs sur les lignes de côté qui n'étaient pas contents, qui montraient beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration plutôt. Carrie Jones a dit qu'il a eu une discussion avec les joueurs. Il n'a pas voulu dire aux médias qu'est-ce qu'il leur a dit exactement, mais il a été clair qu'il ne voulait pas que les Alouettes deviennent ce genre d'équipe qui se fait mal, qui est indisciplinée semaine après semaine. Alors, la discipline, ça va être quelque chose à surveiller contre les Tiger Cats de Hamilton vendredi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, Étienne Charblanc. Question NFL. Il me demande quelle sera la division la plus serrée, selon moi, dans la NFC et dans l'AFC? Bonne question. Écoute, dans la NFC, Étienne, j'aurais tendance à dire la section ouest de la nationale. Il me semble année après année, c'est une section qui est tout Rams, les Seahawks notamment, les Cardinals avec Kyler Murray. C'est une année de vérité pour l'organisation des Cardinals, pour l'entraîneur-chef Cliff Kingsbury. Alors, ouais, je m'attends à ce que ce soit serré. Sans oublier les 49ers de San Francisco, les Niners qui ont été décimés par les blessés l'année dernière. Cette année, il n'y a aucun doute que les Niners vont connaître une meilleure saison juste par le fait que je ne crois pas qu'ils vont subir autant de blessures que l'année dernière. Il me semble que j'avais lu en quelque part que les Niners, la saison dernière, avaient obtenu 30% de plus de blessures que toute autre équipe dans la NFL. Donc ça, c'est vraiment énorme. Alors oui, ça va être une lutte à quatre. J'ai aucune idée quelle équipe va terminer au premier rang. Je vais devoir y penser avant de faire des prédictions. Mais oui, définitivement du côté de la NFC, la section Ouest, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Et la division la plus serrée, selon moi, du côté de l'AFC, je vais y aller avec la section nord de l'américaine. Les Browns de Cleveland, qui sont pour moi l'équipe à battre au sein de cette section, semble, après plus de 20 ans, à m'être moqué des Browns. Ça fait drôle là, de dire qu'ils sont l'équipe à battre, mais oui, c'est l'équipe la plus talentueuse, du moins sur papier. On a vu l'excellent travail de la part d'entraîneur-chef Kevin Stefanski l'année dernière. J'ose croire que ça va se poursuivre. On met sur une excellente ligne à l'attaque du côté de Cleveland. Alors, la section nord de l'AFC, selon moi, du côté de cette conférence, est la plus coriace. Les Steelers de Pittsburgh, il ne faut pas oublier les Steelers qui avaient commencé la saison quoi, 11-0, quelque chose de la sorte l'année dernière, avant de s'écrouler, bien sûr, mais quand même. La dernière année de Ben Roethlisberger, je ne suis pas certain qu'il lui reste de l'essence dans son réservoir. On va voir la réponse assez rapidement. Et il ne faut pas oublier les Ravens de Baltimore, bien sûr, avec Lamar Jackson, les Ravens de Baltimore, qui année après année sont constants généralement. C'est une année de vérité pour moi, pour Lamar Jackson, mais surtout pour le coordinateur offensif des Ravens de Baltimore, dont le nom m'échappe, Greg Roman, oui. Euh, il va devoir là, trouver une façon de générer un jeu aérien plus productif. On critique beaucoup Lamar Jackson, mais Roman ne fait pas du bon travail. Surtout qu'on mise sur la meilleure attaque au sol de la NFL. Comment ça, on n'est pas capable de développer une attaque aérienne complémentaire à ce jeu au sol-là? Y aller avec des fins de jeu au sol, tenter de longues passes. Il me semble que c'est pas sorcier. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça. Mais oui, pour moi, du côté de l'AFC, la section nord, pour moi, ça va être la plus coriace. Obligé de parler des Bengals. On s'entend qu'ils vont terminer au dernier rang. Mais les trois autres équipes devraient lutter jusqu'à la dernière semaine d'activité du calendrier régulier. Gabriel Forget qui m'envoie une question via mon compte Twitter. Gabriel, en fait, il m'a envoyé trois questions, trois bonnes questions de la part de Gabriel Forget. Mais avant que je réponde à ta question, Gabriel, s'il te plaît, mets une photo sur ton compte Twitter. C'est pas obligé d'être une photo de toi si tu es gêné, mais mets une photo, peut-être une photo de ton joueur de football favori, une de tes idoles, peu importe, mais mets une photo au moins. Là. Comment tu peux avoir un compte Twitter sans photo? On est rendu en 2021. Comment, Gabriel? Mais très bonne question, Gabriel. Je vais y répondre à tes trois questions. Tout d'abord, qui sera le carrière recrue à avoir le plus de succès cette année dans la NFL? Bonne question. Pour moi, je vais y aller avec Justin Fields. Justin Fields des Bears de Chicago. Bon,
On continue de dire que c'est une lutte entre Justin Fields et Andy Dalton afin de devenir le carrière partant. Si Fields n'est pas le carrière partant des Bears dès la première semaine d'activité, ça va arriver au cours du premier mois probablement de la saison, là, au cours des 4 premières semaines, parce qu'il est nettement plus talentueux que Andy Dalton. Il ne faut pas oublier que les Bears de Chicago, ils ont participé aux éliminatoires l'année dernière. On critique souvent l'entraîneur-chef Matt Nagy, moi le premier, mais quand même, les Bears ont participé aux éliminatoires l'année dernière. Comparativement, si je regarde la situation des autres carrières recrues, Trevor Lawrence avec les Jaguars de Jacksonville. Il y a une raison pourquoi Jacksonville avait le tout premier choix du repêchage. On n'a pas vraiment une bonne formation. La ligne à l'attaque, ce qu'on a vu jusqu'à présent lors des matchs préparatoires, demeure un point d'interrogation. Lawrence, lors de la première semaine des matchs préparatoires, était sous pression constante. Alors, moi, les Bears de Chicago sont une bonne équipe. Leur ligne à l'attaque aussi, là, il y a des points d'interrogation, notamment en position de bloqueur à gauche. Tavon Jenkins, leur choix de première ronde. En fait, ça ne veut pas être un choix de première ronde. On l'a repêché en deuxième ronde. Il était supposé être repêché en première ronde, mais il était ennuyé par une blessure au dos. C'est pour ça qu'il a chuté au repêchage. Puis là, il a subi une autre blessure au dos au début du camp d'entraînement. Ça fait en sorte qu'il va rater la saison, fort probablement du côté des Bears. Donc, la protection pourrait être un problème. Mais je vais y aller avec Justin Fields, simplement sur la formation des Bears. Elle a participé aux éliminatoires l'année dernière. Du côté des Patriots, on ne sait pas si Mac Jones sera le carrière partant ou Cam Newton. Qui d'autre? Trey Lance à San Francisco. Je crois que Garoppolo sera le carrière partant. Je sais que Lance a bien joué en fin de semaine, mais je crois que Garoppolo sera le carrière partant. Ce sera plus facile de répondre à cette question-là dans une semaine lorsqu'on saura si lequel de ces carrières recrues-là sera le carrière partant. Zach Wilson à New York avec les Jets, il est assurément le carrière partant. Mais moi, je vais mettre mon argent sur Justin Fields à la fin de l'année lorsqu'on sera rendu au mois de janvier, que ça va être lui qui va avoir connu la meilleure saison. Quelle équipe causera la plus grande surprise dans la NFL cette année? Oh mon Dieu. L'équipe qui passe sous le radar présentement, une équipe qui n'a pas participé aux éliminatoires l'année dernière et qui pourrait s'améliorer. Écoute, Gabriel, je vais répondre à ta prochaine question. Ça va me donner le temps d'y penser afin de trouver une réponse à celle-ci. Crois-tu que Jalen Hurts est la solution à long terme au poste de carrière chez les Eagles de Philadelphie? Simplement, non. Je ne crois pas que Jalen Hurts est la solution à long terme du côté des Eagles. Je n'ai jamais compris pourquoi on l'a repêché en deuxième ronde. Jalen Hurts, l'année dernière, écoute, il a à peine complété un peu plus de 50% de ses passes là, lors des départs qu'il a obtenus à la fin de l'année. Oui, je sais qu'il avait créé de gros jeux, c'était généralement avec ses jambes, mais personnellement, je ne crois pas que Jalen Hurts est la réponse à long terme chez les Eagles de Philadelphie. Je crois qu'on va devoir repêcher probablement une autre carrière lors du prochain repêchage de la NFL. Quelle équipe causera la plus grande surprise dans la NFL cette année? Écoute, Gabriel, je vais devoir y penser. C'est une très bonne question. Peut-être que ça me va venir en tête en lisant les autres questions. Je vais y revenir. Mettons, on va passer à la question qui a été envoyée par Joe de Rep. Euh, J'aimerais t'entendre sur le dossier de Sean Watson. À quoi s'attendre? Va-t-il jouer cette année? Si oui, où? C'est simple, je ne crois pas que Deshaun Watson va jouer cette année. Beaucoup trop de problèmes du côté de la justice. Pas moins de 22 femmes ont porté des accusations aux civils. Je crois qu'il y en a 8 aux criminels, si je ne me souviens pas. Écoutez, là, c'est un nombre vraiment incroyable. On parle ici bon, d'agression sexuelle, de comportement sexuel déplacé de la part du carrière étoile, le détection Lucien. Je ne vois pas quelle équipe va compléter une transaction pour amener au sein de son organisation, de sa communauté de Sean Watson. Surtout que, écoute, disons là, tu complètes une transaction demain pour Deshaun Watson, puis là, dans une semaine, tu peux apprendre qu'il est perdu pour le restant de la saison en raison de tout ça. Alors, non, moi, je crois que Deshaun Watson n'ira pas nulle part, qu'il ne jouera pas pour Houston, qu'il sera possiblement suspendu, ou s'il n'est pas suspendu, eh bien, il va recevoir son plein salaire, mais qu'il ne jouera pas. Je crois que ça va être quelque chose comme ça du côté de Sean Watson. Maintenant, via Facebook, il y a Sergi Raza. Ah, je crois la prononciation, c'est Sergi. Sergi, ne m'en veux pas si ce n'est pas la bonne prononciation. Je me souviens en plus, il y a 2 ou 3 ans, tu m'avais écrit pour me dire la bonne prononciation de ton prénom. Je m'excuse, je ne m'en souviens pas. Écoute, si j'ai mal prononcé ton prénom, ben réécris-moi sur Facebook afin de me corriger, s'il te plaît. Je sais que tu écoutes le podcast régulièrement.
et que tu réponds à mes publications. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais si jamais j'ai pas bien prononcé ton prénom, dis-le-moi. Rappelle-moi de la bonne prononciation. Alors, il me demande, selon moi, quelle est l'équipe la mieux bâtie afin de détrôner les Buccaneers de Tampa Bay? Et quelle équipe représente, selon moi, le plus gros point d'interrogation à l'aube de la saison? Quelle équipe pourra détrôner les Buccaneers? Du côté de l'américaine, je crois que l'équipe à battre, ça demeure les Chiefs de Kansas City parce qu'ils ont le meilleur carrière de la NFL, selon moi, Patrick Mahomes. Mais lorsqu'on regarde le groupe de receveurs des Chiefs après Tyreek Hill, il y a vraiment une baisse de talent. Alors ça va être quelque chose à surveiller. Mais je continue d'y aller avec les Chiefs de Kansas City, selon moi, qui pourraient potentiellement détrôner les Buccaneers de Tampa Bay. Mais les Bucks, c'est du jamais vu. Les 22 joueurs partants qu'ils avaient lors du match du Super Bowl sont tous de retour. Je me souviens bien dans l'ère moderne de la NFL depuis 1970. Ça, c'est du jamais vu. Jamais une équipe championne du Super Bowl a été en mesure de ramener tous ses joueurs partants. On a un bon repêchage également du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Alors oui, les Bucks, ce sont l'équipe à battre. Tom Brady est rendu à quoi? 44 ans toutefois. Est-ce que la fameuse chaîne de bicycle, comme on dit en bon québécois, va commencer à débarquer pour Tom Brady à 44 ans? On va voir, mais on ne peut pas parier contre Tom Brady rendu à ce stade de sa carrière, il nous a fait mentir trop de fois lorsqu'on a parié contre lui. Il nous a fait mal paraître à trop de reprises. Alors, les Buccaneers qui demeurent l'équipe à battre. L'autre question, c'était quelle équipe représente, selon moi, le plus gros point d'interrogation à l'aube de la saison? Pour moi, ce sont les Cowboys de Dallas, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec Dak Prescott. Dak, il ne s'est pas entraîné quoi depuis la première semaine du camp d'entraînement, là, où à peu près, ça fait longtemps qu'il est ennuyé par une blessure à une épaule. Il a passé des examens. Là, on dit, bon, qu'il semblerait qu'il pourrait être prêt pour la première semaine d'activité. Peu importe, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, je ne suis pas convaincu que la défense des Cowboys est améliorée. Je ne suis pas convaincu que Mike McCarthy est un bon entraîneur à ce stade-ci de sa carrière. Alors, beaucoup de points d'interrogation du côté des Cowboys de Dallas. Carl Savard, lui qui me demande, ça c'est via Facebook, Carl aussi, mets une photo. Pourquoi tu n'as pas de photo sur son compte Facebook? Pas obligé d'être une photo de toi-même, mais mets une photo, quelque chose. Mais bon, Carl, c'est une bonne question tout de même que tu m'as envoyée, alors je vais répondre, mais mets une photo, s'il te plaît. Allez, bien que l'organisation des Packers de Green Bay soit riche en talent, je suis conscient qu'Aaron Rodgers est une vraie diva. Crois-tu qu'il sera en mesure de mettre son gros ego de côté afin de mener son équipe à une autre participation à la finale de conférence? Ben écoute, oui, je suis d'accord avec toi en passant, Carl, que oui, Karen Rogers, c'est une diva. Il aime ça se plaindre. On dit que lui, de Rogers, qu'il a une personnalité assez particulière. Mais oui, je crois qu'il va être capable de mettre son ego de côté afin d'aider les Packers à connaître une bonne saison. Parce que là, les problèmes qu'il a avec l'organisation, ne date pas d'hier. Et l'année dernière, il a tout de même été élu joueur par excellence de la NFL, même s'il ne s'entend pas avec la direction des Packers. Euh, mais nos participations en finale de conférence pour Green Bay, ça ne serait pas suffisant selon moi. Parce que les Packers, avec toutes les équipes qu'ils ont eues, avec la présence d'Aaron Rodgers, on a participé seulement à un Super Bowl. On a gagné ce Super Bowl-là, mais ça fait 10 ans de ça qu'on l'a gagné. Alors, pour les Packers, il faudrait accéder au match du Super Bowl. Il y a quoi, 2 ans, on avait participé au match de finale de conférence. On s'était fait lessiver par les 49ers de San Francisco, notamment. Pour les Packers, ça prendrait une participation au Super Bowl. Une autre participation seulement à la finale d'association, ce ne serait pas suffisant. L'année dernière, on s'était incliné contre les éventuels champions du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay. Mais non, ça ne serait pas suffisant. Je pense que les Packers ont le talent, en fait, d'être des aspirants au Super Bowl. Alors, pour moi, ça serait une autre déception du côté de Green Bay si on s'incline encore une fois en finale de conférence. Michel Baudry me demande David Foucault est-il blessé? Non, il n'est pas blessé, il est en pleine santé. Il était en uniforme lors des 2 premiers matchs de la saison du côté des Alouettes. Toutefois, il est un joueur réserviste. On a notre 5 partant qui joue très bien, comme je le disais tout à l'heure, du côté de la ligne à attaque des Alouettes. Alors, David Foucault est un joueur réserviste. On verra. La saison est longue. S'il y a des blessures, si il sera envoyé au sein de la formation partante. Maxime Sarrazin me demande penses-tu que les Dolphins peuvent détrôner les Bills dans la section Est de l'Américaine? Ah, je crois pas. Moi, je crois sincèrement que les Bills ce sont l'équipe à battre.
Ils misent sur le meilleur carrière au sein de la section et les Bills ont une équipe complète, mis à part le jeu au sol. Ça a vraiment été une faiblesse du côté des Bills. Le jeu au sol qui n'a pas été constant lors des matchs éliminatoires, le jeu au sol a été tout à fait inexistant. C'est Josh Allen qui devait tout faire du côté de l'attaque, au niveau du jeu au sol, de courir, de passer le ballon. Alors, est-ce qu'on pourra générer un jeu au sol du côté des Bills? Ça, c'est la grande question. Mais lorsque je regarde la formation des Bills de Buffalo, non, je ne crois pas que les Dolphins vont pouvoir les détrôner. J'ai hâte de voir Tua Tagovailoa, qu'est-ce qu'il va faire lors de sa deuxième année. Moi, j'avais de grandes attentes pour Tua. Ça n'a pas vraiment bien été l'année dernière. Bon, je sais qu'il a gagné la majorité de ses départs, mais on avait dû le remplacer par Ryan Fitzpatrick. Et toi qui ne tentais pas de longues passes. Là, de qu'est-ce que j'ai vu en fin de semaine, semblait plus à l'aise, se débarrassait plus rapidement du ballon. Il ne faut pas oublier qu'il avait subi une grave blessure lors de sa dernière saison à Alabama, une blessure à une hanche, il a été opéré, il a du métal dans sa hanche maintenant. Alors, je vais donner le bénéfice du doute pour son année recrue. Mais écoute, Tua va devoir mieux jouer. Il ne faut pas oublier que les Dolphins auraient pu repêcher Justin Herbert. Et puis, ils ont choisi de repêcher Tua Tagovailoa. De ce qu'on a vu de la part de Justin Herbert, il devrait devenir une super étoile à la position de carrière s'il continue de progresser. Statistiquement, il a connu la meilleure saison dans l'histoire de la NFL pour un carrière recrue l'année dernière. Alors, mais pour répondre à ta question, non, je ne crois pas que les Dolphins vont détrôner les Bills de Buffalo au premier rang de la section. Dominique Casavant me demande est-ce que je crois que Derrick Henry va répéter son exploit de 2000 verges au sol et peut-être battre le record détenu par Eric Dickerson? De mémoire, je me souviens bien, le record de Dickerson, c'est de 2105 verges, je crois. Là, je vais juste de mémoire, il me semble, en une saison. Ben oui, ben justement, ben Dominique, dans sa question, me donne la réponse. Oui, c'est bien et bien 2105 verges, le record au sol en une saison. Non, je ne crois pas. Écoute, jamais dans l'histoire de la NFL, un demi à l'attaque être en mesure justement de gagner 2000 verges lors de 2 saisons consécutives. Écoute, Derrick Henry, il en avait combien de verges lors de la saison précédente? Pendant que je te réponds, moi, 2 secondes, je vais aller voir ça. Derrick Henry, combien de verges qu'il avait obtenu en 2019? Si mon ordinateur veut bien coopérer rapidement. Ça me fait penser à ça. C'est ce que je veux voir. Alors, Derrick Henry, ce sont ses stats de l'année dernière. Alors, 2027 verges pour Derrick Henry. Hein? L'année dernière, wow! Il a gagné 2000 verges pendant 2 années de suite. Ouf! Ça, c'est vraiment pas. Écoute, dans l'histoire de la NFL, c'est jamais arrivé. Premièrement, d'abord et avant tout, on va se le dire. Est-ce qu'il pourrait le faire? Je crois pas, parce que là, Derrick Henry, là, il commence à avoir beaucoup de kilométrage, hein, Derrick Henry, le nombre de portées qu'il a eu également au fil des ans. Alors, mais il va avoir la présence de Julio Jones, qui devrait, en principe, aider le jeu au sol des Titans du Tennessee, parce que bien sûr, on s'attend à ce que on ne pourra pas mettre 8 joueurs dans la boîte là, pour afin d'arrêter Derrick Henry et le jeu au sol si Julio Jones est présent et si Julio Jones peut rester en santé, mais ça devrait créer des ouvertures pour le jeu au sol afin de donner un coup de main à Derrick Henry et compagnie. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur est lent. Je ne suis pas en mesure de voir les statistiques de Derrick Henry en 2019. Mais bref, peu importe. Je ne crois pas qu'il sera en mesure de gagner 2000 verges cette année, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas connaître une bonne saison non plus. Pierre-Antoine Moreau, dernière question, me demande quel cas recrue dans la NFL a le plus de chances de performer à un haut niveau cette année. J'ai répondu tout à l'heure. Pour moi, c'est Justin Fields, je crois, étant donné que les Bears sont une équipe qui a participé aux éliminatoires. Il y a des questions au niveau de la ligne attaque. Moi, je suis un fan de Justin Fields. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été repêché plus tôt qu'il ne l'a été le printemps dernier. Il a tous les atouts physiques, possède un bras canon. C'est un athlète qui est explosif, peut courir naturellement. Il a un gros cabaret. Il a beaucoup aimé de la part de Justin Fields durant sa carrière à Ohio State. Ça a démontré qu'il était un leader. C'est un dur de dur contre Clemson lors du match éliminatoire d'hiver dernier. Il s'était fait frapper, a subi une blessure aux côtes et resté dans le match, continuer de compléter des passes, de courir malgré la blessure.
On l'a vu contre les Bills, s'est fait cogner solidement. Il en a perdu son casque protecteur lors d'un match préparatoire. Mais ensuite de ça, il est revenu à la charge. Je suis un fan de Justin Fields. Alors, pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, je crois qu'il va être le carrière recrue qui va connaître le plus de succès. Mais on est juste au mois d'août. On s'en reparlera au mois de novembre. Parce que c'est facile de bien paraître durant les matchs préparatoires, mais c'est une autre chose de le faire une fois que la saison régulière commence. Mais voilà, on a fait le tour de vos questions. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Je vais essayer de refaire ça, là, d'une fois que la saison régulière de la NFL va commencer, de répondre à vos questions. Je ne le fais pas assez souvent. Je devrais vous envoyer des appels à tous pour vos questions un peu plus souvent. Je vais garder ça en tête afin de le faire également durant la saison régulière. Alors, écoutez, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine. Les Alouettes qui vont affronter les Tiger Cats de Hamilton. Bien sûr, on va analyser cette rencontre et on ne sera plus qu'à une semaine du début de la saison de la NFL également. Alors, portez-vous bien. On se reparle la semaine prochaine.